Bonsoir à toutes et à toutes, bienvenue dans Libre Ensemble, ravi de vous accueillir pour ce nouveau rendez-vous de la laïcité. L'ULB s'est désigné une rectrice pour tenir le gouvernail durant les 4 prochaines années. C'est Annemie Schaus, professeure de droit, ancienne doyenne de cette même faculté de droit et vice-rectrice, avocate au barreau de Bruxelles, ancienne collaboratrice de Roger Lallemand et ancienne avocate de Julian Assange. Nous la recevons aujourd'hui dans Libre Ensemble. Libre Ensemble, Catherine Ax, Jacques Nizan. Bonsoir, Madame la rectrice, ou dois-je dire Madame la recteur, que préférez-vous ? Bonsoir, rectrice. Donc j'ai choisi d'utiliser le terme qui est utilisé par la majorité de mes collègues à l'étranger. Et savez-vous que rectrice, c'est une plume de l'oiseau, une plume caudale de l'oiseau qui aide l'oiseau à se diriger en cas de tempête. Et donc c'est tout un symbole. Tout un symbole magnifique. Et d'ailleurs, il n'y avait plus eu de femmes à la tête d'université francophone depuis 1990. Un symbole aussi, évidemment. Est-ce que vous allez vouloir vous remettre ces questions de genre et les remettre au goût du jour, en tout cas qui prendra un peu plus de place au sein de ce rectorat ? Je compte continuer la politique qui est menée depuis plusieurs années par l'ULB en la matière. Et notamment, quand j'étais vice-rectrice, on a adopté la mesure cascade qui consiste à permettre de briser le plafond de verre dans la promotion des membres du corps académique. Ensuite, le recteur qui vient de sortir de charge, Yvon Angler, a aussi mis plein de mesures en œuvre pour l'égalité homme-femme. Et donc, je continuais cette politique-là, tout en tenant compte des autres problèmes de discrimination et donc de la diversité en général, pas uniquement des femmes. Quels sont, à votre avis, à l'entrée comme ça de votre rectorat, quels sont les plus grands défis auxquels vous voulez vous attaquer ? Il y en a plusieurs, bien sûr. Le plus important et le plus urgent, me semble-t-il, est de réparer l'ascenseur social. Donc les étudiants n'ont plus autant de chances que quand moi j'étais jeune de pouvoir réussir l'université et que l'université joue vraiment un rôle d'ascenseur social pour eux, notamment pour des questions de sous-financement et donc de sous-encadrement, notamment des premières années. Donc ça, c'est un de mes premiers défis. D'autant que, donc, à l'ULB, un étudiant sur 3 est dans une situation précaire, relève de l'aide sociale. Et ça, c'était les chiffres avant la crise du Covid. Et donc maintenant, la situation est encore plus douloureuse pour eux. Beaucoup d'étudiants doivent travailler pour payer leurs études. Et donc, c'est une de mes priorités de veiller à leur bien-être. Mais alors, il y a aussi le bien-être de toute la communauté universitaire et notamment de tous les membres du personnel, notamment par une amélioration des promotions, mais aussi par un allègement des charges administratives, un décloisonnement entre les corps. Et enfin, renforcer le rôle de l'ULB au sein du paysage universitaire belge, mais également européen et international. En parlant de paysage, ce fameux décret paysage dont parlait dernièrement la ministre de l'Enseignement supérieur, Valérie Glatigny, elle voulait le réformer. Elle dit vouloir le réformer parce qu'il y a quelques effets pervers, notamment l'allongement de la durée des études. C'est un petit peu ça aussi que vous voulez changer quand vous parlez d'ascenseur social, c'est redynamiser ce décret paysage ? Oui, tout à fait. Donc on est tous unanimes pour considérer que le décret paysage, même si c'est une évolution très importante dans le parcours des étudiants, a des effets pervers, et notamment l'allongement des études, qui oblige les étudiants à travailler beaucoup plus. Donc il y a beaucoup plus d'étudiants qui travaillent, qui ne viennent pas aux cours, qui ne peuvent pas suivre les guidances qui leur sont proposées, qui sont aussi parfois au bout du rouleau, tellement ils doivent cumuler différentes activités. Mais surtout, ce qui, moi, m'importe, c'est que, pourquoi pas, un allongement des études en soi, c'est pas nécessairement problématique, mais pour le moment, les premiers chiffres qu'on a, qu'il faut améliorer, la réussite des étudiants n'est pas meilleure. Mm-hmm. Et donc, à l'ULB, on se maintient, les autres universités diminuent. Et donc, ça, c'est quand même un problème. Donc, allonger pour permettre justement l'ascenseur social, pourquoi pas. Mais si ce n'est pas le cas, il faut améliorer et voir là où les dispositions du décret paysage coincent, et notamment les questions de prérequis, les questions de difficulté pour l'étudiant de savoir où il en est dans son parcours. Prérequis, vous n'êtes pas tout à fait pour non plus. Vous voulez revoir ça aussi ? Oui, tout à fait. Alors, c'est une rentrée particulière, il ne faut pas se le cacher. Vous avez pas, en plus de vos défis classiques, je dirais, la rentrée Covid a dû être assez étrange. Présentiel, pas de présentiel, comment ça s'est passé ? Pour le moment, ça se passe très bien.
Donc, quand je suis montée en charge le 14 septembre, c'était la rentrée des étudiants aussi. Pour moi, c'était mon premier jour. Pour eux, la plupart, c'était leur premier jour aussi. Et c'était vraiment agréable de voir que les campus étaient de nouveau fréquentés, de revoir, croiser des jeunes. On voyait que les jeunes étaient heureux de se retrouver. Donc, pour moi, c'était vraiment vivifiant, enthousiasmant. Et par contre, évidemment, avec l'augmentation des chiffres en région bruxelloise, c'est compliqué, mais pour le moment, à l'ULB, tout est sous contrôle. Donc, les tests et le suivi des étudiants qui sont éventuellement positifs fonctionnent très, très bien. Et je ne sais pas si vous savez, mais donc on a installé des tentes pour faire des guinguettes, pour qu'il y ait quand même un minimum de vie sociale sur les campus, puisque c'est ça qui importe aussi, il n'y a pas que les études. Et c'est extrêmement bien contrôlé, donc pour le moment, ça se passe très bien. Il n'y a pas de cluster particulier à l'Université libre de Bruxelles, mais on s'attend quand même, vu les chiffres, à devoir basculer en code orange lorsque les autorités compétentes nous l'imposeront. Donc on ne va pas anticiper ce type de décision parce qu'on tient vraiment à une activité étudiante sur nos campus. Mais on est prêt à basculer en code orange si c'est nécessaire. Est-ce que ça veut dire qu'on peut éventuellement préparer, envisager l'université virtuelle de demain, ou est-ce que, bon, non quand même, il faut une présence physique, il faut un échange physique entre les humains, entre les étudiants, les professeurs. Je suppose que pour un professeur de donner cours devant un auditoire vide avec un ordinateur, c'est pas du tout la même chose. On se prépare techniquement, mais en même temps, on n'a pas envie de ça à 100%, j'imagine. Exactement. Donc c'est un support, l'enseignement à distance est un support, alors pas dans des périodes comme maintenant où on n'a pas le choix, mais ça doit rester un support parce qu'on a constaté que ça renforce aussi la fracture sociale entre les étudiants. Je l'ai moi-même vécu dans mon cours l'année passée. Il y avait une partie de mes étudiants qui sont des étudiants en équivalence, qui souvent ont des conditions de vie moins évidentes. Et je le voyais quand je les avais en face à face par Teams. Et donc ça doit rester un support. Ça ne peut pas devenir le moyen d'enseignement privilégié, loin de là. Mais dans des situations comme celle-ci, évidemment, on ne peut pas y échapper. Par contre, ce qu'on va favoriser, alors, c'est l'enseignement en petits groupes, puisque même en code orange, en dessous de 50 personnes, les cours seront admis. Et donc, il y a pas mal de titulaires qui décident de faire leurs cours théoriques à distance, mais de renforcer les exercices pratiques. Et donc, on soutient évidemment ce type d'initiative. Ça dépend aussi de la matière. Donc, il y a certaines matières qui se prêtent mieux à l'enseignement à distance que d'autres. Et pour le moment, la collaboration au sein des facultés se déroule plutôt bien, même si, évidemment, la grande majorité des collègues préfèrent l'enseignement présentiel. Ça permet aussi l'entraide entre étudiants, peut-être. Tout à fait. Et ça permet même la contestation. Chacun chez soi, on sait moins se fédérer que... Et c'est quand même une partie de la vie étudiante aussi. Alors, pas la contestation idiote, mais au moins le développement de l'esprit critique, l'échange d'informations, les discussions, les débats. Et donc, tout ça nécessite une présence physique, évidemment. Mais je précise quand même qu'en code orange, on n'est pas en présentiel, en full présentiel non plus. Hein. Donc, c'est 75% des étudiants, la moitié de l'auditoire peut être présent. Donc, c'est déjà un enseignement hybride, en fait. Donc, pour le moment, on n'est pas en full présentiel, mais on espère pouvoir rester en code jaune le plus longtemps possible. Alors, l'ULB, c'est aussi l'hôpital Erasme. On parle de Covid, on parle aussi de recherche de vaccins contre le Covid. Avec son site d'Erasme, l'ULB est donc un acteur aussi très important de la santé dans la capitale. Comment l'hôpital s'en est-il sorti dans cette crise ? Est-ce que la recherche, pour vous, est très importante ? Est-ce qu'il va falloir aussi financer ce côté-là de l'université ? Ah oui, tout à fait. Donc... les collègues de l'hôpital Erasme et de la faculté de médecine se sont vraiment mobilisés pendant le plus fort de la crise sanitaire. Des médecins sont venus en renfort des équipes Covid. Donc, solidarité énorme. Et donc, ça, ils sont tous remarquables et exemplaires, vraiment. Et en matière de recherche aussi. Donc, ça, vous l'avez vu, l'actualité l'a montré. D'abord, beaucoup de professeurs de l'ULB sur les plateaux de télévision, beaucoup de professeurs spécialisés sur les questions qui se posent, mais aussi la mise en avant de ce que constitue la recherche biomédicale et la recherche universitaire en général. Et donc, finalement, c'est une opportunité pour nous de démontrer à la société et aux politiques, évidemment, qu'il faut refinancer la recherche dans les universités. Elle est vraiment... fondamentale, elle porte bien son nom dans la société, pas uniquement en cas de crise sanitaire. Vous proposiez d'ailleurs pour ce refinancement une espèce de taxe shelter, un système qu'on connaît dans le monde du spectacle, du cinéma notamment.
Qu'est-ce que ce serait un taxe shelter pour refinancer la recherche, par exemple? Mais donc, ce serait comme dans l'audiovisuel. En québécois, on dit abri fiscal. Donc, la personne qui investit dans la recherche scientifique serait immunisée d'impôts sur ces versements-là. Et donc, les premiers contacts qu'on a pris avec le ministère des Finances est positif. Donc, on va travailler à l'élaboration d'un texte. Mais je propose aussi d'améliorer ce qu'on appelle couramment la défiscalisation de la recherche, qui permet aux universités d'immuniser, enfin de ne pas payer une partie du précompte professionnel des chercheurs. Et donc on va travailler là-dessus aussi pour améliorer la défiscalisation et renforcer, donc c'est vraiment pour renforcer le financement de la recherche fondamentale. On parle de santé. Mais glissons évidemment sur cette question très importante, notamment pour le Centre d'action laïque. Hier, c'était la journée internationale du droit à l'avortement. Se sont tenues pas mal de manifestations devant différents palais de justice dans toute la Wallonie, à Bruxelles et partout, sous l'impulsion du Centre d'action laïque, justement. Alors, quel regard portez-vous, vous, sur ces manœuvres politiques qui ont empêché le vote cet été de la loi dépénalisant totalement l'avortement ? Écoutez, je l'analyse sous deux angles. D'une part, comme vous l'avez dit tout à l'heure, j'ai fait mon stage et puis mes premières années de collaboration au barreau de Bruxelles chez Roger Lallemand, en plein dans la période où il défendait la loi dépénalisant l'avortement. Et donc, d'un point de vue personnel, j'ai été choquée, j'ai été très étonnée en fait que ça pose autant de problèmes. Ça pose autant de problèmes qu'à l'époque. Donc, je me dis, s'il était là, il serait quand même extrêmement déçu, voire dépité de voir l'état des discussions. Et comme professeur de droit public, cette technique qui consiste à demander incessamment des avis au Conseil d'État pour chaque nouvelle proposition d'amendement, c'est connu pour être des moyens dilatoires pour retarder la procédure, qui sont quand même de manière courante très peu utilisés. Et donc, on est recouru à ces techniques pour retarder l'adoption de cette loi, m'a également éberluée, ébahie. C'est complètement contraire aux principes fondamentaux de la démocratie. Et maintenant qu'on en fasse un enjeu de constitution du gouvernement, pour moi, c'est encore pire, puisque vous avez une majorité au Parlement. Mmh. Et donc, les partis qui ne sont pas favorables ont déjà usé de ces moyens dilatoires et maintenant, ils en font une question de gouvernement, alors que dans une démocratie normale, lorsqu'il y a une majorité au Parlement, on adopte la loi, quelle que soit la position du pouvoir exécutif. On renverse complètement le siège de la souveraineté sur cette question-là. C'est pas comme s'il n'y avait pas une majorité au Parlement. Il y en a une. Moyen dilatoire et ensuite, on en fait une question de gouvernement. Et je trouve que c'est vraiment problématique. Et évidemment, au-delà de ça, de nouveau, le corps des femmes qui fait l'enjeu de pression politique de ce type-là, c'est extrêmement inquiétant. Complètement instrumentalisé. Complètement instrumentalisé. L'avenir ne paraît pas très rose pour la femme, à nouveau. Exactement. Une femme à la tête d'une université, ça va quand même encore... Vous êtes prête à prendre la parole, justement? Vous pensez que l'université doit tenir un rôle, et vous, en tant que femme, directrice ou rectrice d'université, un rôle dans la société? Ah oui, tout à fait. Donc je pense que les académiques, de manière générale, doivent s'impliquer dans le débat public, même en dehors de leur champ strict de compétences. Mais une rectrice aussi, et j'ai la chance de pouvoir travailler avec Caroline Pauwels, qui est également rectrice de la deuxième grande université libre à Bruxelles. Et elle et moi, nous sommes complètement sur la même longueur d'onde. Nous pensons que nous avons un rôle à jouer sur ces questions-là. Par exemple, nous avons récemment signé un amicus curiae devant la Cour constitutionnelle roumaine, puisque là aussi, une loi vise à interdire les masters sur les études de genre. Et donc, dès qu'on peut, on doit attirer l'attention sur les dérives potentielles sur ces questions de genre. Mais aussi, notre exemple montre qu'il est possible de briser le plafond de verre. Et j'ai une fille de 15 ans, et mine de rien, je me rends compte que déjà à son âge, les gens de sa classe et de ses amis ont déjà des stéréotypes de genre, même si elle est née dans une famille qui essaie de ne pas transmettre ce type de stéréotypes. Et donc avoir des exemples de femmes qui exercent ce genre de fonctions, même de manière symbolique, ça peut aider les jeunes également. Rien n'est jamais acquis. Rien n'est jamais acquis. Dans son plan stratégique CAP 2030, publié il y a quelques mois, l'ULB rappelait justement son attachement à la laïcité, à la tradition du libre examen. Ça aussi, ce sont des valeurs que vous décidez de défendre, encore et toujours. Oui. Et donc, dans mon programme, j'ai eu l'occasion de l'exprimer. Je pense qu'il faut renforcer, voire mettre à jour la notion de libre examen pour renforcer le tissu social
entre les membres de la communauté universitaire. Nous sommes tous individuellement attachés à ce principe, vraiment. Donc, dans les personnes que j'ai rencontrées pour préparer mon programme et pendant la campagne électorale, beaucoup m'ont exprimé leur attachement à l'ULB et aux valeurs du libre examen. Et donc, il est temps, je pense, de retisser le lien entre la communauté universitaire. Et c'est ça que je voulais aussi viser quand je vous disais renforcer le rôle de l'ULB dans le paysage universitaire par cette méthode du libre examen. Quant à la laïcité, vous le savez, on vient d'en parler, l'ULB a toujours été de tous les combats sur l'avortement, sur l'homosexualité. Rappelez-vous de l'affaire Michel Vincineau, où les autorités académiques sont allées jusqu'à la prison de Forêt pour soutenir son combat. Les combats pour la diversité, la reconnaissance des minorités et des orientations sexuelles. Et donc, je compte évidemment continuer dans ces combats-là et soutenir tous les collègues et tous les étudiants qui participent à défendre la laïcité. Vous savez que l'ULB a créé une ASBL, l'ULB engagée, dans laquelle les étudiants peuvent s'investir. Et je suis même prête à réfléchir avec les collègues professeurs, enfin du corps académique, à voir comment valoriser cet engagement sociétal dans le cursus des étudiants. Annemie Schaus, vous êtes professeure de droit public, spécialisée, on l'a dit, aussi dans la défense des droits et libertés. On vous avait interviewé en avril dernier, en plein confinement, sur l'application de traçage que le gouvernement voulait mettre en place à l'époque, c'est fait. Et vous nous invitiez à être très vigilants, vous pointiez de nombreux risques pour le droit à la vie privée. 5 mois plus tard, qu'en dites-vous ? Est-ce que vous êtes toujours aussi méfiante par rapport à cette application qu'on vient sortir, le Corona Alert. Qu'en dites-vous aujourd'hui ? Oui, je suis toujours aussi méfiante. L'autorité de protection des données a rendu des avis très critiques sur cette réglementation, et notamment la sécurisation des banques de données, ou encore le délai dans lequel les données sont conservées. Donc, par exemple, on aurait pu... Parce que je ne conteste absolument pas l'utilité de cet outil dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus et avec comme objectif la protection de la santé publique. Là, je tiens vraiment à être claire là-dessus. Je pense que c'est un très bon outil, mais qu'il aurait fallu mieux l'encadrer. Et donc, par exemple, pourquoi on maintient les données dans cette banque de données plus de 15 jours ? C'est quelque chose que je ne comprends pas. Plus de 15 jours, ce n'est pas nécessaire dans la lutte contre la propagation du virus. Et je partage toujours les mêmes craintes que l'autorité de contrôle de protection des données. Par ailleurs, dans cette émission-là, j'avais donné quelques exemples d'usages potentiellement abusifs. Vous accrochez votre téléphone avec l'application allumée sur le collier de votre chien et vous le faites courir partout dans le bois de la Cambre. Et le lendemain, vous actionnez que vous êtes positif. Tous les gens que votre chien aura croisés recevront une alerte. Donc, les rigolos qui vont vouloir démontrer et jouer avec cet instrument. Et donc, il y a énormément d'exemples que je n'invente pas moi-même. C'est une étude qui a été faite par des spécialistes en France. Il y a énormément d'usages potentiellement abusifs de cette application. Mais par ailleurs, le tracing manuel n'est pas beaucoup plus sécurisant non plus. Donc, il aurait fallu utiliser ces outils qui sont très importants. Et par exemple, on le voit à l'ULB pour le moment. Donc, quand un étudiant est positif, on lui demande qui il a contacté et on contacte ces étudiants, mais immédiatement après, on supprime les informations. Oui, vous avez peur que ces applications, ou ces applications coulent dans le marbre quelque chose qui viendrait surveiller nos vies privées. Il y a des exemples historiques. Tous les procédés de ce type qui ont été mis en œuvre après les attentats du 11 septembre, etc., ont été présentés comme des solutions exceptionnelles et puis ont été coulés dans le droit commun. Ceci dit, le tracing des maladies contagieuses existait bien avant le coronavirus. Si vous avez la tuberculose, par exemple, on contacte aussi vos proches. C'est simplement l'ampleur du phénomène qui faisait qu'on aurait dû renforcer les garanties. Donc j'insiste, je suis favorable à cet outil de lutte contre la propagation du virus, mais il aurait fallu accorder plus de protection. Ceci dit, on est quand même beaucoup mieux que certaines applications. Ici, ça ne marche quand même que par Bluetooth. Oui, c'est juste. Donc, ce ne sont pas, toutes vos données ne sont pas centralisées. C'est-à-dire, ce n'est pas un système centralisé de tracing. Donc, il y a quand même des garanties. Je ne dis pas qu'on est comme dans certains pays asiatiques qui ont utilisé
c'est des applications beaucoup plus intrusives que ce que nous faisons en Belgique. Oui, Testacha a rendu un avis favorable, par exemple, ce matin. Dans le même temps, la Ligue des droits humains, lui, introduit un recours. Ouais. Donc c'est difficile pour l'heure de se positionner. Il faut vraiment ouvrir l'œil et rester vigilant. Voilà, c'est ça. Et vérifier après ce qui sera fait des données. Et j'espère, pour une éventuelle prochaine pandémie, assurer une meilleure protection aux données qui sont ainsi récoltées. Nos libertés, c'est un peu votre credo aussi, ça c'est clair. Vous avez fait partie de l'équipe des avocats de Julian Assange, qui a encore environ 175 ans, je pense, de prison. Et quel combat avez-vous voulu mener aussi sous cette figure emblématique de Julian Assange ? La liberté d'expression. Donc, Julian Assange est présenté comme un hacker dangereux, alors qu'en fait, il a créé la première plateforme qui constitue une agence de presse par Internet, sécurisée, qui permet à des lanceurs d'alerte de déposer anonymement des informations, et puis il vérifie la véracité, enfin Wikileaks vérifie la véracité et publie. Donc, c'est une agence de presse. Julian Assange est un journaliste, mais évidemment, il a publié des données confidentielles, des données sensibles qui nous ont quand même permis de savoir qu'il y avait des crimes de guerre qui étaient commis à l'occasion de ces conflits qu'il a dénoncés. Et c'est pour ça qu'il est poursuivi. Et donc, il faut vraiment, parce que sinon, votre métier sera un jour mis en cause aussi, si, au moindre prétexte qui dérange un État, les journalistes sont traités comme il est traité maintenant, c'est dangereux, très dangereux pour la démocratie. Par ailleurs, le traitement que subit Julian Assange, parce que vous parlez de 175 ans, c'est s'il est extradé. Oui. Ça fait 10 ans qu'il est détenu. Et un groupe sur les détentions arbitraires des Nations Unies a considéré que lorsqu'il était dans l'ambassade d'Équateur, il s'agissait d'une détention arbitraire. Donc, plus de 7 ans à l'ambassade d'Équateur, ça fait déjà maintenant 3 ans qu'il est à Belmarsh, ou 2 ans, je ne sais plus exactement, qu'il est à Belmarsh, une prison de haute sécurité. La dernière fois que je l'ai vu, c'était au mois de décembre, et puis après, avec le Covid, on n'a plus pu y aller, ce qui était d'ailleurs un grave problème pour l'exercice de ses droits de la défense. Le sort qu'on réserve à Julian Assange est vraiment, vraiment problématique. Pour moi, c'est du traitement inhumain et dégradant, clairement. Donc tout ça n'est pas un bon... Comment dire ? Tout ça ne dit rien de bon de nos sociétés, tout de même, on peut le dire, Annemie Schauss. Est-ce que vous avez quand même foi en l'avenir ? Est-ce qu'on n'opère pas un retour, on a parlé d'IVG, on a parlé de tracing, Julian Assange. Je veux dire, toutes ces thématiques sont quand même lourdes. Qu'est-ce que ça dit de nous ? Je ne suis pas pessimiste du tout. Je reste même enthousiaste. Ce qui me porte, c'est la jeunesse. Regardez les manifs pour le climat, c'est quand même porteur d'énormément d'espoir. On a beaucoup de choses à apprendre des jeunes, notamment dans la crise climatique qui est là, qui n'est pas pour demain, elle est là. Et les cas comme Julian Assange, il y en a déjà eu énormément, et je fais quand même encore toujours confiance à la justice. Je suis sûre qu'à un moment, je ne suis plus membre de l'équipe, mais donc l'équipe de défense de Julian Assange va gagner. Je ne peux pas croire que la Cour suprême anglaise accepte son extradition vers les États-Unis. Ce qui me fait plus peur, c'est que la procédure qui dure, et que lui ne s'en sorte pas physiquement, en fait. Mais je fais encore confiance à la justice. Regardez Pinochet, regardez... Donc je ne veux pas non plus être bisounours et naïve. Je sais très bien qu'il y a, par exemple, la Cour pénale internationale ne poursuit pas tous les grands criminels, mais je reste positive sur le sort, sur les combats, et je fais d'ailleurs énormément confiance aussi à la société civile. La société civile se mobilise beaucoup plus qu'avant, on dénonce beaucoup plus qu'avant justement les dérapages de la démocratie. Donc moi je reste enthousiaste. Sur le droit des femmes, je suis plus inquiète. Et je vois que ma fille, par exemple, sort beaucoup moins facilement que moi je ne le faisais à son âge. Et ça me fait vraiment de la peine. Il y a beaucoup moins plus de légèreté. Oui. Et ils ont déjà, les jeunes, comme je le disais tout à l'heure, ont déjà moins de légèreté que nous avions à leur âge, mais les filles particulièrement. Et quand on voit qu'on ose encore discuter des études de genre, du droit à l'avortement, etc., moi, effectivement, là, je ne suis pas pessimiste, mais je suis quand même très inquiète.
Études de genre, ce sera votre credo aussi. Un dernier mot peut-être, parce que vous l'avez évoqué, sur le climat justement. On parle beaucoup de la crise du Covid, beaucoup de recherches se mettent en place, mais parce qu'on a le nez dedans et on ne peut pas faire autrement, et les morts ont été là. La crise climatique, elle est beaucoup plus éloignée de nous encore, même si les experts nous disent qu'on est dans le mur également. Qu'est-ce que l'université comme celle de Bruxelles peut faire et peut mener comme combat pour le climat, en écoutant les jeunes qui sont là et qui sont avec vous? Exactement. Donc l'université peut être exemplaire en la matière, avec ses limites budgétaires à nouveau, donc comme la société en général d'ailleurs. Si on pouvait tous avoir demain une maison complètement passive, on le ferait tous. Mais donc ce que l'université doit être exemplaire, j'ai décidé de créer un vice-rectorat au développement durable pour tenir compte de cette dimension dans toutes les décisions prises par le rectorat et les autres autorités académiques. Chose impensable il y a 10-15 ans. Voilà, tout à fait. ce genre de poste, oui. Et puis souvent, le développement durable reste un slogan, mais là, quand on a un vice-rectorat, on est obligé de prendre les décisions en tenant compte des implications sur le développement durable. Mais pas seulement pour les autorités académiques, il faut aussi que ce soit une cohésion au sein de la communauté universitaire. Et là, à nouveau, les jeunes ont vraiment beaucoup à nous apprendre. Et un des grands défis, ce sera évidemment d'isoler les bâtiments. Je pense que c'est ça où l'université peut être la plus exemplaire. Et donc, on va travailler là-dessus un maximum. Est-ce que vous jetez des ponts avec d'autres universités européennes dans ces questions-là, notamment d'éco-durabilité? Oui, tout à fait. Donc, on a constitué une alliance d'universités, 8 universités européennes, et le développement durable fait partie d'un de nos axes prioritaires. On en parlait encore ce matin, mais aussi avec d'autres universités. La VEB, par exemple, on va essayer de développer des projets en commun sur ces questions-là. Donc oui, c'est évidemment aussi en réseau qu'on va pouvoir renforcer nos actions en matière de développement durable. Merci Annemie Schoos. On vous souhaite tout le bon et surtout un bon rectorat avec de beaux défis. Et vous avez du pain sur la planche. Oui, mais vous aimez ça, visiblement. Oui, des beaux défis. Merci de nous avoir accordé quelques minutes dans votre programme bien chargé. Merci à tous les auditeurs de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre rendez-vous de la laïcité. À très bientôt. À bientôt.